Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Pape Malick Ndour placé sous bracelet électronique après son inculpation dans l'affaire Prodac, association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux sont les délits visés. Le montant en cause s'élève à près de 2,7 milliards de francs CFA. Suspension du programme de financement avec le Fonds monétaire international. Des experts se prononcent. Un ancien directeur général de banque nie toute dissimulation de la dette. L'économiste Seydina Alioune Ndiaye, lui, insiste sur la gravité de la situation. Malgré la décision du préfet de Dakar de changer leur lieu de manifestation, le collectif Nyartou National campe sur sa position. Sa manifestation prévue au terrain de Sacré-Cœur 3 est maintenue. Dans ce journal, les explications de Talla Sylla. Enfin, comment se protéger de cette grosse canicule qui s'est emparée de la capitale? C'est le reportage du jour. Entre port d'habits légers et ingestion d'eau pour s'hydrater, eh bien, à chacun son astuce pour résister à cette chaleur suffocante. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue encore une fois dans ce journal. Je vous l'annoncer tout de suite en titre. Pape Malick Ndour, inculpé d'association de malfaiteurs, de détournement de deniers publics pour un montant de plus de 2,7 milliards de francs CFA. Inculpé également pour blanchiment de capitaux par le juge du premier cabinet. Après présentation de contestations sérieuses, eh bien, il a été mis sous bracelet électronique. Le préfet de Dakar, Chérif Mohamedou Blondin Ndiaye, a interdit le rassemblement prévu demain, 8 novembre 2025, par le collectif Nyartou National. Un rassemblement qui était censé être organisé au terrain Sacré-Cœur 3 face à la VDN. Dans une note datée du 6 novembre, eh bien, l'autorité invoque des risques de troubles à l'ordre public et de perturbation de la circulation. Toutefois, le préfet se dit disposé à discuter avec les organisateurs pour convenir d'un autre lieu de manifestation. Des organisateurs qui campent sur leur position. Il s'agit bien entendu du collectif Nyartou National qui informe l'opinion publique eh bien, que la manifestation prévue demain, samedi 8 novembre plutôt, au terrain Sacré-Cœur 3 assise sur la VDN, eh bien, est maintenue et se tiendra comme prévu de 17h à 21h. Nous écoutons tout de suite les éclairages de Talla Sylla, membre du collectif. Serigne Cheikh Al Maktoum da daan wax ne il nous faut instaurer une justice juste qui fera de l'injustice un ennemi à abattre. Et injustice ñoom démb ak bërki démb dañ ko daan bañ. Moi, je trouve que c'est de l'injustice. Hier, leur combat était de lutter contre l'injustice. Donc, s'ils se trouvent au pouvoir et que certains Sénégalais qui l'avaient soutenu lorsqu'ils subissaient des injustices constatent qu'ils reproduisent aujourd'hui les mêmes pratiques, ce n'est pas cohérent. Nous disons non et stop. Eux, ils combattaient le changement. Aujourd'hui, on constate le contraire. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les maladies de l'âme se transmettent par les fesses. En vous asseyant sur les décesseurs, vous adoptez leur manière de penser. Moi, manière de penser, ils dénoncer. C'est une déception majeure pour Dakar, la suspension par le FMI du financement, victime de la persistance de la polémique sur la dette dite cachée. Madana Khan, ancien directeur général de la Banque islamique, se contente de pointer une dette non comptabilisée et nie toute tentative de dissimulation. Pendant ce temps, l'économiste Seydina Alioune Ndiaye regrette l'échec des ministres de l'économie et des finances, insiste toutefois sur la gravité de la situation et tous deux s'expriment dans ce reportage d'Al-Hassan Ba. La polémique sur la dette cachée se poursuit alors que le Sénégal attend toujours la reprise d'un nouveau programme avec le FMI. Malgré des discussions jugées fructueuses, le Fonds monétaire international ne décaissera pas de fonds pour le Sénégal. Selon cet économiste, il y a encore beaucoup de manipulations sur un sujet aussi sérieux. Il y a beaucoup d'intoxication, beaucoup de manipulation
Et nous, en tant qu'intellectuels, travaillant sur cette matière-là, nous pensons que c'est extrêmement sérieux. C'est un sujet grave, sérieux, qui mérite vraiment un débat. Et surtout, essayer de voir comment trouver des solutions pour que notre pays sorte de ce trou, justement, de la dette cachée, avec tous les guillemets qu'il faut. L'ancien directeur général de la Banque islamique du Sénégal continue de rejeter l'idée d'une dette cachée. Madame Khan estime que la donnée objective, c'est le rapport de la Cour des comptes qui fait état d'une dette non comptabilisée. Le problème est très mal posé, parce que dès lors qu'on parle de dette cachée, dans l'entendement des gens, c'est qu'il y a eu détournement de deniers publics. Or, on peut ne pas avoir comptabilisé une dette publique et pour autant ne l'avoir pas détourné. Relatif de dire que ça a été caché ou pas, c'est l'élément subjectif. Le Fonds monétaire international prolonge les discussions avec le Sénégal alors que le pays a grand besoin de liquidités. Seydina Alioune Ndiaye regrette l'échec des ministres de l'économie et des finances. Vraiment déçu qu'à l'issue de ces 14 ou 16 mois-là de discussions menées par les deux ministres de l'économie et du plan jusqu'à présent, qui ont échoué jusqu'à présent, et ça il faut le dire. Je serais extrêmement déçu qu'après toutes ces missions du FMI, qu'on n'ait pas de décaissement, parce que c'est le décaissement qu'il faut. Et surtout un accord avec le FMI, outre le décaissement, permet de donner un drapeau vert, un drapeau blanc, pour dire écoutez guys, vous les investisseurs, le Sénégal c'est un pays qui est remis sur les rails, les autorités ont fait beaucoup d'efforts pour être dans la transparence, maintenant le pays est remis sur les rails, vous pouvez venir investir. On n'a jamais vu une dette de cette importance en Afrique. Cette sortie du chef de mission du FMI au Sénégal, Edouard Guémaël, continue d'alimenter les débats. Cette déclaration a été faite à l'issue d'une visite de 2 semaines au Sénégal dont l'objectif était de discuter de la reprise d'un nouveau programme qui finalement n'aboutira pas. Les discussions d'avance. Les travailleurs du CROUS de l'université Assane Seck de Ziguinchor réclament 6 mois d'arriérés de cotisations sociales ainsi que la régularisation de l'ensemble du personnel en position de contrat à durée indéterminée. En assemblée générale à Ziguinchor, ces travailleurs ont fait l'état des lieux de leur service. Ils n'excluent pas de continuer à revendiquer leurs droits sous d'autres formes légales. Leurs propos sont recueillis par Boubacar Diassi. Aujourd'hui, nous avions constaté que le personnel qui est en situation de CDI, les agents en situation de CDI, c'est des gens qui ont 2 contrats de CDD ou 3 contrats de CDD qui sont en position d'être régularisés. Malheureusement, ces personnes ne sont pas régularisées. Au-delà de ça, il y a des mises à disposition. Mise à disposition, ce n'est pas un emploi. Vous prenez un chef de service, son visage ne vous plaît pas ou ce n'est pas votre parent, vous le mettez à la disposition d'une division. Il perd tous ses avantages. Au moment où cette personne a des engagements au niveau de la banque, ça crée une précarité énorme vis-à-vis du personnel. Donc c'est ces situations-là que nous sommes en train de dénoncer. Vous parlez aussi de non-reversement de cotisations sociales. Évidemment, je veux dire que le personnel du CROUS, en termes de social, n'est pas géré depuis l'arrivée de cette direction-là. Parce que la caisse de sécurité sociale et l'IPRES, c'est des choses fondamentales. L'argent, tu cotises au niveau de la caisse de sécurité, on te coupe à la source, mais ils ne versent pas ça. Et les agents qui sont mis à la disposition, peut-être qu'ils comptent sur ces sommes-là pour pouvoir inscrire leurs enfants. Mais malheureusement, il y a 6 mois, on n'a pas perçu. Donc c'est des situations qu'on est en train de déplorer avec la... Allez, retour à présent sur l'affaire concernant ce gendarme agressé à Mirkilan. Les éleveurs fustigent les informations véhiculées et la manière dont la gendarmerie a géré cette affaire. Ils ont tenu un point de presse pour apporter des éclairages et c'est au micro de nos reporters sur place, Ndeawa Bey et Mam Gorbilan. Avec le cœur meurtri, ces éleveurs du village de Fassi, dans le département de Birkelane, disent vouloir rétablir la vérité sur les affrontements survenus dans la zone la semaine dernière. Les gens ont reçu la mauvaise version des affrontements qui s'étaient produits le jeudi dernier sur les réseaux sociaux, d'où notre point de presse pour éclaircir l'opinion publique. C'est pas normal. Le Conseil national de la Maison des éleveurs estime que cette affaire doit être gérée avec responsabilité, raison pour laquelle son représentant invite les autorités à la sérénité. Il a mal géré cette affaire, il a géré comme s'il supportait les agriculteurs et s'il condamner les éleveurs. Ce n'est pas à lui de condamner, c'est à la justice de condamner. En tout cas,
C'est ce que nous sommes réunis aujourd'hui pour le déplorer. Dire aux autorités de gérer cette affaire convenablement, qu'il y ait de l'équité, qu'il n'y ait pas de l'ethnicisme. Ces problèmes sont récurrents dans la zone de Kaffrine, à l'origine de désaccords sur le parcours du bétail, et les autorités sont interpellées pour la prise de prévention. Le véritable problème, c'est que nous n'avons pas de parcours du bétail. C'est ça la cause de nos querelles avec les agriculteurs. Des mesures ont été prises pour régler la situation, mais sans suite. Raison pour laquelle nous invitons les autorités à faire des délimitations pour régler le problème des agriculteurs et des éleveurs dans les champs. Après ces incidents qui ont secoué la zone de Kaffrine, une dizaine d'éleveurs sont arrêtés dans le cadre de l'enquête ouverte par la... En prélude à la journée internationale du diabète prévue le 14 novembre prochain, l'ASSAD de l'association de soutien aux diabétiques a tenu une conférence de presse pour discuter du thème diabète et milieu de travail. Le diabète qui prend de l'ampleur au Sénégal avec un taux de prévalence estimé à plus de 4%. Les travailleurs ne sont pas épargnés. La stigmatisation est aujourd'hui plus que tout à bannir. Fatou Bintou Conté et Amadouba ont assisté à cette rencontre de l'ASSAD compte rendu. Au Sénégal, le diabète est en nette progression. Cette maladie chronique non contagieuse est à un taux de 4,2%, une augmentation de la maladie qui commence à inquiéter. Au Sénégal, nous avions entrepris une première enquête de prévalence en 2015 qui avait révélé une prévalence de 3,4% dans la population âgée de 18 ans et plus. Cette enquête de prévalence à l'échelle nationale a été reprise en 2024 et a révélé cette fois-ci un pourcentage de 4,2%. Ces chiffres, même s'ils semblent modestes, montrent quand même qu'il y a une croissance, qu'il y a une augmentation de la prévalence du diabète, comme cela se voit à l'échelle mondiale. Et c'est une situation qui nous préoccupe. La prise en charge de cette maladie est difficile. Dans nos pays, la maladie coûte cher avec beaucoup de complications. Cette prise en charge, Bayoumar le disait tout à l'heure, elle est difficile, elle est pesante pour les diabétiques connus. Le diabète est classé parmi les maladies qu'on appelle les maladies à soins coûteux. Maladies de longue durée, maladies à vie, mais aussi maladies à soins coûteux. Les diabétiques sont confrontés à de nombreuses complications qui sont invalidantes. Des complications telles que le pied diabétique, des complications telles que les atteintes oculaires. Nous avons eu des diabétiques qui ont été déscolarisés à cause d'atteintes oculaires. L'atteinte rénale qui est bien connue. Et cette année, le thème retenu est le diabète en milieu de travail. Le professeur Général appelle à une stigmatisation des diabétiques dans les lieux de travail. Dans les lieux de travail, dans les lieux d'éducation, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les écoles coraniques, que ce soit dans un truc, qu'elles soient publiques ou privées, que l'on parle du diabète. On arrive à ce qu'il n'y ait pas de stigmatisation au niveau des entreprises. Il faut que dans chaque entreprise, qu'on prépare et qu'on sécurise l'environnement du diabétique puisqu'il puisse travailler. La maladie au Sénégal inquiète actuellement avec des soins coûteux. Dakar a été l'hôte d'une réunion stratégique de haut niveau sur le financement pérenne de la santé en Afrique francophone. Cet événement, organisé dans le cadre de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et le Fonds mondial de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, a rassemblé 14 pays. L'objectif principal de ces échanges était d'assurer un meilleur alignement des financements externes avec les systèmes internes de chaque pays, une démarche qui vise à garantir plus de transparence et de dégager des solutions concrètes pour un système de contrôle et de gestion beaucoup plus efficace. Nous écoutons tout de suite Serine Baye, il est secrétaire général du ministère de la Santé. Il nous en dit plus au micro de Al-Hassan Ba. Je propose qu'il y ait effectivement un alignement des systèmes, un alignement du financement au niveau des systèmes internes, au niveau du système de contrôle, au niveau du système de gestion des finances publiques internes. Et cela, véritablement, devrait permettre d'arriver à réussir la transparence, davantage de transparence, à réussir à assurer
une traçabilité, mais à réussir à installer un suivi beaucoup plus maîtrisé. Parce que les acteurs qui sont au niveau local, c'est les ministères, ministère de la Santé, ministère des Finances, ministère de l'Économie, mais également, vous avez vu à l'ouverture, la Cour des comptes. La société civile qui a un rôle d'accompagnement des communautés, mais également d'accompagnement des gouvernants. Et cette société civile a également un rôle de contrôle, parce que la société civile est également bénéficiaire et représente également les bénéficiaires. C'est pourquoi nous avons pensé que c'était très pertinent d'avoir ces 4 journées qui ont permis en tout cas à ces différents pays de mettre sur la table leurs expériences et de repartir de Dakar avec des conclusions. Chacun pourra repartir avec plus de certitude sur ce qu'il avait peut-être comme difficulté, mais également solutions proposées par les autres. On s'intéresse à présent à la campagne de commercialisation de l'arachide avec le comité interprofessionnel de la filière qui fixe ses règles. Cette année, l'accent sera mis sur la qualité de la production et aucun manquement ne sera toléré. C'est la déclaration des membres du CNIA qui l'ont fait savoir donc à Kaolack lors d'une rencontre avec les producteurs du bassin arachidier. Nous écoutons tout de suite Aliou Dia, vice-président du CNIA, au micro de Ousmane Demidiano. Ici à Kaolack, dans le cadre de la préparation de la prochaine campagne de commercialisation. Bon, maintenant, il faut savoir que nous sommes quand même dans un environnement quand même réglementé où il y a la loi. Mais tout est aussi que les gens avaient perdu l'habitude de cribler les graines et que ces graines qui sont vendues à tous les niveaux doivent répondre à des critères d'un produit qui est sain. La marchandise doit être saine et loyale. Donc là, c'est dans ce cadre qu'on a voulu faire revenir les cribles et qu'il y a une sorte d'opposition. Mais même dans le niveau, au niveau des producteurs, la divergence est là-bas, même au sein des producteurs. Donc c'est peut-être la manière dont nous voulons que ces cribles reviennent. Parce qu'il est vrai qu'on se dise la vérité, les gens n'achètent pas ou ne vendent pas de sable. Donc il faut débarrasser les graines d'arachide de ce sable et des impuretés, pas simplement du sable. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes en train de trouver des pistes de solutions pour faire revenir ces cribles et taras, peut-être démarrer par les semences et puis finir par les arachides d'huilerie. Donc il y a certaines pistes qui sont dégagées et nous trouverons un consensus, c'est sûr, pour faire revenir. Et il s'agissait là plutôt de Cheikh Ahmadou Bamba Fall, président donc du comité interprofessionnel de l'arachide. Le forum FIDEPA a réuni ce jeudi au King Fahd Palace à Dakar des experts, décideurs et acteurs économiques en provenance dans le développement durable, la coopération régionale et les solutions innovantes pour une croissance inclusive en Afrique. Mamadou Ouri Baylo Diallo est président de l'Union des associations des élus locaux et ses propos sont recueillis par Yaya Diallo. Est un acte persécuteur à la mise en œuvre correcte des valeurs de la démocratie participative, mais comme levier pour renforcer la démocratie représentative et source d'inspiration permanente, permettant à l'Afrique de transformer ses défis en opportunités et de surmonter des crises actuelles. L'Observatoire international de la démocratie participative, OIDP, organisateur de ce forum, s'inscrit dans une dynamique panafricaine adossée à l'axe 4, bonne gouvernance et engagement africain, de l'agenda national de transformation pour un Sénégal souverain, juste, prospère autour des piliers essentiels que sont le renforcement de l'état de droit et de les réformes des institutions nationales, la réforme de l'administration publique, ce qui est déjà très avancé au Sénégal, mais comme vous le savez, l'État du Sénégal, et je vais m'arrêter là d'abord pour rendre un vibrant hommage à son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, pour cette vision 2050, et à M. le Premier ministre, Ousmane Sonko, pour la mise en œuvre vraiment de ces politiques et de cette réforme qui est en vue pour l'acte 4 de la décentralisation au Sénégal.
Allez, actualité avec la Future Star League U19 qui réunit des académies du Sénégal et qui débute sa 3e saison à Saly ce samedi. Une compétition de 2 poules de 10 académies qui vont disputer chacune 22 rencontres. Les organisateurs ont fait face à la presse et c'était en présence de Monsieur Sport Maison, cher Sadibou Diarra. Pour participer à la compétitivité des jeunes académiciens du Sénégal, la Future Star League U19 est à sa 3e édition. Cette saison, elle réunit 20 académies, 10 de la région de Dakar et 10 issues de Thiès, Mbour, Fatick. Donc, comme que la demande a été trop grande, il y a eu 30 académies de plus qui voulaient participer, mais on a tablé le format à 20 académies cette année et on va jouer nos matchs et faire les challenges. Le transfert des joueurs est l'une des mamelles des académies. Et pour pérenniser les projets, il faut que nos jeunes côtoient les meilleurs. Ça ne sert à rien que tu vas jouer des matchs où tu vas battre 5-0, 6-0 alors que tes jeunes n'évoluent pas. Donc, pour moi, la première chose, c'est un critère d'évaluation de nos jeunes et du travail qui est fait. Donc, s'il y a des académies qui s'organisent autour, donc je pense qu'il faut les faire côtoyer et pour jouer les matchs, pour faire évoluer les jeunes. Chaque académie participe pour 300 000 francs. Donc, ces 300 000 francs, ça fera un budget peut-être de 6 millions qui va permettre à ce championnat de tourner, de recruter aussi, de créer des emplois, de recruter des gens, de leur payer 5 emplois au minimum pour que chacun s'occupe d'une tâche bien précise. Une 3e saison avec plus de matchs au programme, une vingtaine pour chaque académie dans un esprit de fair play. Montrer que nous sommes des éducateurs. Les 6 premières de chaque poule vont jouer les playoffs avec une saison régulière, 2 allées, 2 retours. Après les 4 premiers vont jouer demi-finale, finale. Les équipes classées dernières, de la 7e à la 10e place, vont jouer les play-down. L'essentiel, c'est qu'au moins chaque académie ait 22 matchs. Mais ce n'est pas seulement U19. Là, U19, c'est le championnat. Mais il y a les challenges quand même qu'on organise. Les challenges à U17. C'est-à-dire, on prend un week-end chaque trimestre, on invite toutes les académies à Djamba, on les loge et on joue nos matchs à U17 ou à U15. Donc les sélections U17 là qu'on fait, ça permet à l'équipe nationale aujourd'hui d'avoir des joueurs. Pour la dernière équipe qui a remporté le tournoi UFOA, 70% des joueurs sont sortis du challenge U15. Les premières rencontres de la Future Star League 2025-2026 se jouent ce samedi à l'Institut Djambar. L'Union sportive de Ouakam face à l'ASC Jaraaf, c'est l'affiche de... Sur ça, dans cette semaine, on espère répéter ça le dimanche. Contre le Jaraaf, je pense bien que les attaquants seront prêts. Vu qu'aussi, comme je l'ai dit depuis le début, presque les attaquants de l'année dernière, la majorité sont partis. Il y a l'arrivée de nouveaux joueurs. Parfois, ils ont de petits problèmes à comprendre notre façon de jouer nos contre-attaques ou bien notre façon de jouer notre attaque placée. Mais cette semaine-là, on a beaucoup travaillé sur ça. Jaraaf, pour sa part, ne vise rien d'autre qu'un succès. Nous joueurs au staff, on a déjà préparé le match comme il le faut pour venir aborder le match tranquillement et sereinement contre les Ouakam. On a l'habitude de jouer ce genre de match, donc zéro pression. Nous nous sommes fixés un cycle de 5 matchs dans ce championnat-là. On a serié nos matchs et malheureusement on est un peu en retard par rapport à notre objectif parce qu'il voudrait effectivement sur les 6 points en avoir 4. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que le match qu'on va livrer sans nul doute c'est un match où il faudra avoir un résultat probant. Sinon on va être en retard de notre objectif. Cette affiche entre deux clubs avec une solide base de supporters pousse à l'appel au fair play. On appelle à toutes les deux équipes, plus particulièrement les supporters, vu que c'est un match entre US Ouakam et le Jaraaf, c'est un match particulier. Mais cela ne veut pas dire que c'est des ennemis. C'est juste des adversaires de 90 minutes. Je sais que, Inch'Allah, le public, que ça soit Wakamois que j'ai fréquenté, je connais bien, et le public du Jaraaf, effectivement, chacun d'eux participera de leur façon à cette très belle fête. Bien sûr, pour rendre ce match-là un derby. Il ne faut pas se le cacher. C'est des matchs aujourd'hui qui vont vendre le championnat. US Ouakam contre AS Jaraaf, c'est ce dimanche au stade de Ngor.
Les CAF Awards 2025 se tiendront plutôt à Rabat au Maroc le 19 novembre prochain. La Confédération africaine de football a confirmé que l'édition 2025 des CAF Awards aura lieu donc à Rabat au Maroc le mercredi 19 novembre 2025. Cette prestigieuse cérémonie rendra hommage aux meilleurs joueurs, entraîneurs, clubs et sélections nationales africains qui se sont distingués au cours de l'année écoulée. Le gala débutera à 19h heure locale et chaque année, les CAF Awards célèbre les footballeurs et entraîneurs africains dont les performances en club comme en sélection ont marqué la saison ainsi que les équipes ayant connu une réussite. Cette excellente nouvelle dans la page culture, l'album Light the World de Youssou N'Dour nominé au Grammy Award et c'est le maestro himself qui nous annonce la bonne nouvelle. Mon dernier album, Éclairer le monde, a été nominé au Grammy Award dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album. Cette reconnaissance qui est l'une des plus hautes dans le monde de la musique célèbre non seulement une œuvre, mais aussi une aventure humaine et artistique exceptionnelle. Je tiens à saluer et remercier du fond du cœur mes compagnons de création, Michael League et Weedy Bryma, avec qui cet album a vu le jour, sans oublier Nick Hard. Éclairer le monde est une invitation au voyage, au dialogue des cultures, à la lumière partagée. Voilà donc, et pour terminer avec cette note nécrologique, la dépouille d'Aminata Seydou Tall qui arrive donc ce soir à Dakar. Aminata Seydou Tall, c'est donc cette compatriote qui a été assassinée en Suisse. La levée du corps est prévue ce samedi à 11h à la mosquée de Ngor Virage près de la station Aden sur la route de l'aéroport. Elle sera suivie donc de l'inhumation à Yoff. Les condoléances seront reçues chez son grand frère à Ngor en face de la Madrague. Pour rappel, la célèbre coiffeuse sénégalaise basée à Zurich, Aminata Tall donc, a été tuée. Son appartement a été situé dans le quartier d'Albisriden et la présumée meurtrière n'est personne d'autre qu'Aïssatou Youma Silla, une femme sans emploi qu'elle avait récemment accueillie chez elle. Voilà donc la dépouille qui arrive ce soir, la levée du corps prévue ce samedi à 11h, suivie de son inhumation à Yoff. Les condoléances reçues chez son frère en face de la Madrague. Paix à son âme. Merci de l'avoir suivi, ce journal qui est à présent terminé, mais l'actualité se poursuit sur nos plateformes digitales et restez avec nous tout de suite la seconde partie de Soir d'Info et nous y parlons de personnes âgées, notamment de gériatrie.